Tiens, un revenant. C'est habituellement comme ça qu'on interpelle celui qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On est souvent heureux de voir des anciens amis, des revenants de notre passé. Mais les revenants qui font l'objet de nos légendes, eux, c'est beaucoup moins plaisant de les croiser sur notre chemin. Notre première légende de revenant provient des États-Unis, plus particulièrement du Tennessee. Elle a commencé à circuler dans les années 60, quand la révolution sexuelle battait son plein. Une bonne façon de faire peur aux femmes infidèles et aux jeunes hommes précoces. C'est l'histoire d'un beau jeune homme qui vivait dans un petit village du Tennessee, où il avait un grand succès auprès des filles. Il avait été capitaine de l'équipe de football de son collège et n'arrivait pas à décrocher de son passé de séducteur. Plus aucune célibataire de son patelin n'avait de secret pour lui. Ça s'en venait même un peu risqué, car il fréquentait souvent des amis, des sœurs, en fait des filles qui risquaient de lui attirer des ennuis si elles découvraient qu'il en voyait plusieurs à la fois. Mais c'est pas cette petite menace qui risquait de calmer ses ardeurs. Il a plutôt décidé de laisser tomber ses conquêtes régulières pour un temps. Et il s'est mis à fréquenter une femme plus vieille. Elle devait bien avoir 15 ans de plus que les autres, donc pas de danger qu'elle les connaisse. En plus, elle insistait pour payer lors de leur sortie, et surtout, elle était pas mal moins prude que certaines. Le beau Tom n'avait pas de grande valeur morale, mais il y avait une règle à laquelle il ne dérogeait jamais. Pas question de coucher avec des femmes mariées. Mais il était soulagé, Mary ne portait pas d'alliance et était une femme libérée. Mais vous l'aurez deviné, Mary était évidemment mariée. Son mari, un courtier en commerce, ne passait que quelques jours par mois à la maison. Il savait que sa femme s'ennuyait pendant ses longs voyages. C'est pour ça qu'elle participait à un club de lecture. Disons qu'il ne s'attendait pas à découvrir, un jour où son voyage d'affaires s'était terminé plus tôt, comment elle occupait réellement son temps. Tout de rage, il a décidé de se venger. À la tombée de la nuit, le petit couple s'est dirigé vers un lieu que tout le monde du comté appelait Lover's Lane, c'est-à-dire l'allée des amoureux. Les jeunes s'y retrouvaient pour batifoler en cachette, sans être gênés par leurs parents. Il semble que les couples infidèles s'y rendaient aussi. Et le mari trompé avait évidemment entendu parler de l'endroit. Il réservait au couple une fin de soirée qu'il n'avait pas vu venir. Il a surgi de l'ombre, a ouvert la portière du conducteur pour surprendre Tom et Mary en pleine action. Et à l'aide de son couteau de chasse, il a attaqué Tom en lui arrachant la peau du visage. On raconte que depuis ce temps, et même encore de nos jours, le fantôme de Tom, écorché à mort par le mari de son amante, effraie les jeunes couples qui osent s'aventurer à Lover's Lane au Tennessee. Avec la légende de Skin Tom, on a affaire en réalité à un des personnages les plus importants du folklore américain, avec le fameux tueur au crochet. Ces deux légendes, en fait, qui proviennent de la même époque, des années 20. C'est deux personnages qui vont être repris par la suite dans les années 50 pour réussir à faire une forme de bonhomme 7 heures dans le but de faire peur aux adolescentes qui voudraient faire du necking. On avait tendance à raconter qu'il risquait de se faire attaquer soit par l'homme au crochet, qu'on a vu dans un épisode d'une saison précédente, ou avec Tom l'écorché. On pourrait dire d'une certaine façon que qui a fait le péché de chair perd sa chair. Des Lover's Lane, il y en a dans toutes les villes d'Amérique. Moi, au Saguenay, on appelait ça le rang des bobettes, Lover's Lane. Et pour faire peur aux adolescents, en fait, de ne pas aller se promener et se pognasser sur les banquettes arrière des voitures, quoi de mieux que le fantôme d'un écorché amoureux et conduit comme ça, qui viendrait menacer les gens. C'est sûr qu'il y a tout un registre de légendes urbaines autour de la vengeance
adultère, puis souvent qui tourne autour de la femme plus que le mari est conduit dans ce cas-là. Ma préférée, une qui circulait dans les années 90, c'était la femme qui avait proposé à son mari de l'enchaîner au montant du lit, bon, sur le mode un peu sadomaso, puis qui ensuite lui était parti en lui laissant son fer à friser, bon, dans un endroit que je décrirais pas, mais ça calme, en fait. Ça ôte l'envie de sauter la clôture, en tout cas. Déjà, cette légende urbaine-là en rappelle une autre qui était, en tout cas, qui, moi, m'était racontée dans les scouts, entre autres. C'est un petit couple qui, justement, bon, sont en train de se décoter dans leur voiture, etc. Et là, à un moment donné, bon, ben, le gars, il dit, bon, regarde, attends-moi, il faut que j'aille faire un petit besoin derrière un arbre et tout. Et là, bon, ben là, la fille, voyons, c'est bien long avant qu'ils reviennent, puis là, il me niaise-tu, ben quoi, bon, il sait que je suis pas heureuse, puis je suis toute seule ici, dans le champ, dans le noir, bon. Et là, à un moment donné, ça commence à cogner sur le toit de la voiture, comme ça, régulièrement. Là, au début, la fille, mon Dieu, toute traumatisée, puis là, elle dit, ah, ben, c'est lui qui me niaise, arrête donc, mais là, ça arrête pas. Alors là, elle sort de la voiture, dans les disques, je pense, et là, que ce soit deux versions, soit le gars est pendu, et là, c'est ses pieds qui touchent au toit du char, etc. Ou encore, il a été égorgé, puis ça dégoûte, tout simplement. Alors, d'où le bruit. Un qui est arrivé pour vrai en Antiquité qui me fait beaucoup rire. Ben, ça me fait rire parce que ça fait longtemps que c'est arrivé, sinon ce serait moins drôle. Mais c'est un juge qui était un juge corrompu qu'on a écorché. On a tanné sa peau, qu'on a mis sur son trône. Parce que son fils, qui allait hériter de la charge de son père, ben, c'était pour lui rappeler que son père avait été corrompu. Donc, en gros, c'était si tu fais pareil, tu vas te ramasser à la même place. Donc, à l'époque, contrairement à aujourd'hui, on était plutôt difficile avec les corrompus. Avec cette histoire-là, j'ai pensé un peu au Silence des agneaux de Thomas Harris, qui a été magistralement adapté au cinéma, où justement le tueur arrache la peau, épiaute des gens pour se faire un manteau avec leur peau. C'est pas le cas ici. La raison pour laquelle Tom va se venger, en fait, la raison pourquoi il a le droit de revenir parmi les mortels, c'est qu'il a subi un châtiment non mérité, étant donné qu'il n'était pas au courant que la femme était mariée. Donc, ça lui donne le droit, étrangement, de revenir sur Terre pour pouvoir se venger. Donc, c'est un mort-vivant, muni du couteau avec lequel on l'a dépecé. Un des problèmes majeurs, c'est d'abord l'apparence du supposé fantôme. Un fantôme, habituellement, peu importe comment il est mort, il va réapparaître tel qu'il était souvent. Parfois même, on le décrit plus jeune, mais il arrive habillé comme il était dans le temps. En fait, il peut y avoir différentes impressions de ce qu'on peut appeler entité ou fantôme. Ça rejoint pas mal toutes les mêmes. Ça peut être une forme blanche vaporeuse, comme j'en ai vu moi-même. Ça peut être une ombre noire qui se déplace. Ça aussi, j'en ai vu. Ça peut être juste une main qu'on voit à travers la fenêtre, mais il n'y a pas personne de l'autre côté, on est certain. Ça peut être une illusion de quelqu'un qui descend l'escalier. On distingue une robe, on distingue quelque chose, puis on se revire, il n'y a plus personne. Et ils ne s'occupent pas de nous, là, les fantômes, habituellement. Il n'y a pas de message. Ils ne nous regardent pas. Ils ne reviennent pas se venger. Et surtout après une mort aussi macabre, là, qu'ils reviennent. C'est bon pour les films d'horreur, mais dans la réalité paranormale, c'est pas les choses qu'on voit. Des revenants vengeurs, il n'y en a pas qu'au fin fond du Tennessee. Il y en a une célèbre qui entrait les rues du quartier Griffintown, dans le sud-ouest de Montréal. Mary Gallagher. Mary exerçait le plus vieux métier du monde dans ce coin-là il y a 130 ans. Un jour, elle a volé le client d'une autre prostituée, Susan Kennedy. Susan aurait alors décapité sa rivale pour se venger. C'était le 26 juin 1879, dans un logement situé au 242 de la rue William. Tout cela serait répertorié dans les articles de journaux de l'époque et les rapports de police. Ce qui ne figure nulle part, ce sont tous les témoignages des gens qui, depuis, ne cessent d'apercevoir une femme sans tête déambuler dans les rues du quartier. On raconte que Mary reviendrait tous les 7 ans pour chercher sa tête. On a même créé une fête de quartier en son honneur. Et sa prochaine apparition est prévue pour 2020. Après la pause, évitez de croiser la femme à la bouche fendue. Des mouvements de rideaux aléatoires, des lumières qui s'allument et s'éteignent au mauvais moment, un siège qui reste toujours baissé,
ou des bruits de pas sur scène alors que tous les acteurs sont en coulisses. Au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, les fantômes auraient un abonnement de saison. L'hypothèse des spécialistes, des esprits auraient été libérés lors de rénovations faites dans le théâtre, à l'abattage de certains murs. Et depuis, les rumeurs circulent. Comme celle-ci. Il y a une lumière qu'on laisse allumer en permanence dans le théâtre. On croit que de l'éteindre porte malheur à la production. Eh bien, un jour, lors d'une visite guidée du théâtre, des étudiants auraient éteint cette lumière. Au même moment, un acteur connu, qui faisait des rénovations sur sa maison, a glissé de son échelle et s'est tranché la main. Comme il était la vedette de la production qui tenait l'affiche au TNM à ce moment-là, la représentation du soir a dû être annulée. Il y a beaucoup de théâtres supposément hantés à travers le monde, curieusement. Mais c'est surtout des apparitions qu'on y voit, par exemple. Il y a souvent des acteurs qui ont joué là pendant longtemps, qui ont même fini leur carrière sans décéder sur les lieux comme tels, là, mais souvent en coulisses. Les gens, bon, se préparent. Voyons, il y a un acteur de l'autre côté, comment ça fait qu'il n'est pas embarqué, lui, dans son jeu, ou bien il n'est pas dans les loges, qu'est-ce qu'il fait là? Là, tu le regardes comme fou, puis les décrits, c'est qui, lui? On le connaît pas. Puis là, oups, les gens qui... Ouais, mais c'est tel personnage qui a déjà joué ici, telle personne, il est décédé depuis des années. Ça, c'est relativement souvent rapporté. Ou encore, on va entendre, quand le théâtre est fermé, une cantatrice, par exemple, qui avait chanté là, on entend, comme la musique qui a déjà joué, ou encore une cantatrice, c'est soit une chanteuse qui s'était produite là jadis et qui est maintenant décédée, là. C'est le genre de choses. Mais les théâtres ont une certaine réputation de hantise. Notre prochaine légende vient du Japon. Elle a traversé les continents et a même inspiré le maquillage et la démarche de Heath Ledger, le comédien qui a personnifié le Joker dans l'un des films de la série Batman. À la base, l'histoire s'intitule Kushisake Onna, qui veut dire « la femme à la bouche fendue ». Les témoins racontent avoir vu cette mystérieuse femme dans une clinique de chirurgie esthétique. Habillée en infirmière, elle déambulait dans les corridors sans être vraiment remarquée. Mais rapidement, sa présence a semé la panique. En effet, des patients et des employés de la clinique se retrouvaient avec la bouche fendue jusqu'aux oreilles, d'un coup de scalpel très précis. Ils mouraient au bout de leur sang, ou de peur, tout simplement. Les victimes étaient toujours des hommes, et ils avaient tous croisé l'étrange infirmière. C'est le témoignage d'un patient qui a permis d'éviter d'autres attaques. Une infirmière qu'il ne connaissait pas s'est présentée dans sa chambre. Elle semblait déterminée à marcher vers lui sans quitter des yeux. Elle portait un masque chirurgical. Ce qui a étonné le gosse, c'est la question qu'elle lui a posée. Est-ce que vous me trouvez belle? On pouvait s'attendre à ce genre de questions-là dans une clinique d'esthétisme, mais pas en pleine nuit et pas de la part d'une infirmière. Et d'un geste lent et calculé, elle a retiré son masque. Une atroce cicatrice lui traversait le visage. Le patient n'avait jamais rien vu d'aussi répugnant, mais il a réussi à contenir sa réaction. La femme lui a demandé s'il la trouvait toujours belle. Et il a répondu « Oui ». C'était une très, très bonne réponse. Exactement ce qu'il fallait dire pour la faire disparaître. Ce que d'autres n'avaient pas eu le courage de faire, de toute évidence. Parce qu'après leur avoir posé la même question, elle avait retiré son masque. Ils avaient tous hurlé de dégoût ou pris la fuite. C'est à ce moment-là que la femme avait sorti son scalpel pour leur arranger le sourire à son image. L'infirmière sadique a été identifiée. C'était une ancienne patiente, décédée suite à une chirurgie esthétique complètement ratée. Elle était revenue se venger contre son chirurgien en particulier et contre les hommes en général, pour qui elle avait souhaité devenir plus désirable. Dans ce cas-ci, on a affaire à une légende qui provient du Japon médiéval. Il y a une version officielle par rapport aux origines, puis il y a une version qui est moins connue.
La version connue, celle qu'on peut lire sur Wikipédia, donc sur tous les sites en copie-collé francophones qui traitent du sujet, c'est qu'il s'agirait d'une femme, d'un samouraï qui aurait été défigurée par son mari, étant donné qu'elle l'aurait trompé. La version moins connue, qu'on retrouve seulement sur les sites asiatiques, est beaucoup moins drôle parce qu'en fait, ça parle de crimes de guerre. On a affaire ici à un seigneur de guerre qui prend un village. Puis, à l'époque, on avait souvent tendance à systématiquement violer toutes les femmes des villages. Donc, le seigneur de guerre demande à toutes les femmes du village de se mettre en rang. On leur met tous un foulard au visage, puis les femmes sont présentées au seigneur de guerre. On note le foulard, puis on lui demande s'il trouve la femme jolie. S'il trouve la femme jolie, elle va être faite prostituée de force. Si, au contraire, il trouve que la femme est trop moche, à ce moment-là, on la sortait à l'extérieur, on la tuait, on la défigurait pour bien faire comprendre au village que la femme était trop moche pour le seigneur de guerre. La mutilation, elle vient historiquement, cette mutilation-là, on appelle ça le sourire de Glasgow, un Glasgow Smile. Donc, c'est les gangs de rue, les bums à Glasgow, en Écosse, qui faisaient ça, donc qui coupaient littéralement la commissure des lèvres de quelqu'un dont ils voulaient se venger. On dit qu'à l'époque, en plus, le trip, c'était vraiment de faire mal à quelqu'un après pour qu'en hurlant, il déchire encore davantage. Donc, on voit que c'est pas tellement gentil comme mutilation, et ça a été remis au goût du jour, bien sûr, par le Joker dans Batman The Dark Knight. Donc, on a ça qui fait le côté très contemporain de l'affaire, et qui, bien sûr, va ramener cette histoire-là aujourd'hui à des questions un peu d'obsession de la beauté, de chirurgie esthétique, etc. Le visage coupé jusque-là, ça rappelle curieusement le Dahlia noir, la fameuse affaire d'Elizabeth Short, qui s'est produite dans les années 47 à Los Angeles ou en Californie. Mais elle était gravement mutilée. Elle était d'abord coupée en deux, on lui a mutilé les organes génitaux, il manquait des bouts d'organes et tout ça, et en plus, on lui a tracé un sourire au couteau jusqu'aux oreilles, donc exactement le visage qu'a le supposé fantôme de la légende. Mais Elizabeth Short, soit dit en passant, n'est jamais apparue à personne sous quelque forme que ce soit, là. Alors, ça fait pas découler d'une apparition du Dahlia noir quelque part, à ce que j'en sais, en tout cas. Ce fantôme-là, c'est une lavandière, au sens classique. Donc, les lavandières qui existent depuis des centaines d'années, c'est vraiment ces fantômes qui, en Bretagne, en Angleterre, en Irlande, en Écosse, étaient des vieilles dames qui allaient laver leur linge à la rivière, comme on le faisait souvent à l'époque, à la rivière ou à l'étang. Et donc, il y avait cette vieille dame un peu toute rabougrie, et quand un passant marchait près d'elle, elle allait lui demander un peu d'aide pour laver son linge. Et si on répondait non, si on répondait oui en y mettant pas assez de cœur, elle allait se transformer en monstre, nous sauter dessus et nous casser les os, nous rendre aussi rabougris, estropiés qu'elle-même. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire c'est la même idée de punition. Donc le fantôme va demander « Est-ce que tu me trouves belle? » reposer sa question en montrant sa mutilation. La légende va devenir moderne en 1979, au moment où un journal japonais, le journal Gifu, va traiter de la légende, mais en le faisant passer pour un fait réel. Donc, va raconter qu'une femme défigurée, qui se promène avec un masque chirurgical, s'attaque aux enfants. Donc, ça va créer une forme de légère hystérie collective dans 2 villes au Japon, où on va vraiment organiser des vigies, où les jeunes vont être regroupés pour aller à l'école, parce qu'on va vraiment croire qu'il y a tapis dans la population de psychopathes qui s'attaquent aux enfants. Donc, c'est à partir de cette période-là que la fameuse femme à la bouche déchirée va commencer à être associée au meurtre d'enfants plutôt qu'aux hommes et aux femmes, comme on en parle souvent sur Internet. Je pense qu'il y a une histoire de clowns aux États-Unis aussi, de clowns qui étaient dans les toilettes et qui attiraient les enfants avec un peu le même genre de questions. Veux-tu être heureux ou triste? Puis si tu répondais heureux, ben, tu finissais avec la bouche coupée. Donc je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup impressionné les gens et qui devient un moment horrifique dans plusieurs histoires aujourd'hui. Ça me fait un peu penser aussi au début du film Scream de Wes Craven, où Drew Barrymore se fait téléphoner par le meurtrier et qui lui pose des questions afin de sauver sa vie sur différents meurtriers de films d'horreur. Et puis, comme elle a les mauvaises réponses, ben, son rôle n'est pas très long dans le film. Il faut jamais faire choquer un revenant. Surtout, spécialement, s'il est amoureux.
Comme le gars qui, il y a très longtemps, avait fait la guerre, le soldat qui avait fait la guerre, qui a été grièvement blessé, à tel point qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Et de retour chez lui, sur son lit de mort, il avait promis à sa femme, qu'il adorait, qu'il allait revenir après sa mort la visiter. Et il a dit, pour être sûr que tu me reconnaisses, il va toujours y avoir un petit son de clochette qui va précéder mon apparition. Comme ça, il n'y aura pas de méprise, parce qu'il y a peut-être beaucoup de fantômes qui se promènent. Elle allait pouvoir le reconnaître facilement. Alors, effectivement, c'est ce qui s'est passé durant de nombreuses années. À intervalles réguliers, il est apparu, toujours précédé par le petit son de clochette. Mais un bon jour, sa femme est tombée amoureuse d'un autre homme. Et lors d'un bal, une réception quelconque, ils dansaient ensemble et le gars a fait la demande en mariage à la dame. Et à ce moment-là, à ce moment précis-là, il y a eu un petit son de clochette. Mais la dame ne l'a pas entendu ou n'a pas voulu l'entendre. Ça, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que le fantôme du mari n'est pas apparu. Alors, ils ont décidé de se marier, ce nouveau couple. Et le jour du mariage, ils se présentent à l'église et là, il y a un son de cloche assourdissant, terrible, à tel point qu'ils ont figé sur le parvis de l'église. Ils ont levé la tête en l'air et ils ont vu le clocher de l'église qui se détachait et qui est venu s'aplatir sur le gars. Ça a tué le gars sur le coup. Et à l'intérieur de l'église, pendant ce temps-là, le fantôme de son mari attendait sa femme. Prudence avec les revenants amoureux. Au retour de la pause, la vengeance d'une adolescente humiliée. Notre prochaine légende serait inspirée d'un incident sordide qui aurait eu lieu en l'an 2000 dans l'Indiana. On ne sait pas si les faits rapportés sont véridiques, mais on sait que l'histoire s'est propagée comme une traînée de poudre sur le réseau social MySpace avant d'envahir Facebook. L'histoire était présentée sous forme d'une chaîne de lettres. D'ailleurs, si vous recevez ce message, n'attendez pas trop longtemps avant de l'envoyer à tous vos contacts. Car le drame a beau avoir eu lieu en l'an 2000, on recense de nouvelles victimes chaque année. La première victime, c'est une adolescente de 14 ans, Carmen, qui est morte en l'an 2000 après avoir fait une chute dans une bouche d'égout dont le couvercle avait été retiré. On dit qu'elle n'est pas tombée par accident, que 2 filles de sa classe l'avaient poussée dans le trou, juste pour y faire peur. Quand tombant, Carmen s'était brisé le cou, elle était morte toute seule dans le noir. Ses bourreaux n'étaient pas pour rester là à attendre la police, à se faire prendre. Alors, elle s'était enfuie. Et le meurtre de Carmen avait toujours été considéré comme un bête accident. Comment on a su que c'était un meurtre? Parce que Carmen est revenue pour le faire savoir. Elle est une revenante bien de son temps. Et elle a fait passer son message d'une façon tout à fait moderne. Un message qu'ont reçu les 2 meurtrières qui se croyaient bêtement au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, si vous avez un ordinateur et une adresse courriel, vous risquez de recevoir le même message. Intitulé « Elles l'ont poussé ». Et vous pourrez y lire « Quiconque reçoit ce courriel a le devoir de transmettre le message au plus grand nombre de gens. » Carmen a été assassinée dans l'État d'Indiana en 2000 et ses assassins n'ont jamais été punis pour leurs crimes. Il s'agit de Kathy Brown et Ellen Devereaux. Le message insistait surtout sur un point. Faites parvenir ces informations à au moins 5 de vos contacts d'ici les 24 prochaines heures. Sinon, vous connaîtrez le même sort que Carmen. Vous y croyez pas? Lui non plus, il y croyait pas. On a affaire ici à une chaîne de lettres de malédiction qui est apparue en 2006. Donc, une chaîne de lettres de malédiction, pour faire vite, c'est comme une chaîne de lettres ou une chaîne de courriel normale. Mais au lieu de vous dire que si vous envoyez ça à 5 de vos amis, il va vous arriver de quoi de beau, là, avec la malédiction, c'est si vous le faites pas, il va vous arriver un malheur. Donc, la chaîne de malédiction ici sert à dénoncer le bullying.
Dans la version originelle, la première version, on a affaire à une jeune fille qui se fait jeter dans les égouts par deux autres adolescentes, mais devant une foule. Donc, il y a une foule qui va assister au meurtre. Lorsque les policiers vont arriver, vont enquêter, les deux meurtrières vont alléguer qu'en réalité, c'est un accident. Puis la foule va corroborer la version des deux meurtrières, donc vont participer indirectement en tant que complices au meurtre. Donc, le courriel en tant que tel a pour but de dénoncer le fait que lorsqu'il y a du bullying dans une école, il y a toujours une foule qui participe indirectement en étant là et en réagissant pas. Ce qu'il y a d'intéressant avec la légende dans ce cas-ci, puis c'est la raison pour laquelle elle est si populaire, c'est qu'on va jouer sur ça. On va jouer sur la culpabilité ou du chantage émotif en disant, mais vous allez faire pareil comme la foule qui réagissait pas. Si vous envoyez pas le courriel à vos amis, vous faites pas mieux, vous faites en sorte de taire ce qui est arrivé à la pauvre fille. La rumeur veut qu'aux États-Unis, un jeune David Gregory aurait pas fait suivre le courriel et aurait entendu comme ça le soir un rire diabolique dans sa douche et serait mort de peur probablement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'eau encore qui communique. Donc l'idée que quelqu'un soit dans les égouts, ça veut dire que son esprit pourrait passer par les tuyaux de douche ou la salle de bain littéralement. Donc on est encore dans quelque chose en réseau, mais là pas le réseau web, mais le réseau d'aqueduc carrément. Cette légende-là se réfère à quelque chose qui s'est probablement produit un jour ou l'autre parce que l'intimidation, ça peut aller assez loin, ça peut aller jusqu'à effectivement mettre quelqu'un en danger comme ça. Par contre, le fait qu'une entité revient menacer à peu près n'importe qui, ou même les gens qui lui ont causé du tort, ben, dans la réalité, on voit pas ça. C'est des coups frappés, ce sont des objets qui se déplacent, ce sont des bruits de pas, ce sont des bruits de chaîne, des bruits de vaisselle, beaucoup de sons, en fin de compte, mais qui disent rien, là. Et même quand c'est des paroles, ça peut être une chanson qu'on entend, ça peut être un enfant qui rit, ça peut être... Ça, j'ai vu des choses comme ça dans les lieux hantés, mais ça nous dit pas « Ah, j'ai été tué par telle personne, est-ce que vous pourriez me venger, par exemple? » Ou « Mon testament est à tel endroit. » On lit parfois des choses comme ça, c'est peut-être arrivé un jour ou l'autre, mais dans moi, tout ce que j'ai vu et dans ce qu'on voit habituellement, ce sont des phénomènes aléatoires, puis on ne voit pas clairement ce qu'ils voudraient nous dire s'il y a un message à passer. Il y a une théorie qui est admise par la population en majorité, mais qui n'est pas exacte, qui n'est pas vérifiable sur place, sur le terrain, si on veut. Ce qu'il y a de troublant avec cette légende-là, c'est qu'on a un cas réel qui est similaire, c'est-à-dire une jeune fille qui a été retrouvée effectivement dans les égouts. La fille en question avait été victime d'un crime d'un gang de rue. Sauf que ça se passe pas dans une grosse ville, ça se passait dans un comté rural. Donc, c'était un des premiers cas de gang de rue dans un comté rural. Donc, ça avait vraiment choqué les Américains, d'autant qu'on avait retrouvé une jeune fille morte et violée dans un égout. Donc, on voit que parfois, la légende peut inspirer des meurtres et les meurtres peuvent inspirer la légende. Au Moyen-Âge, on appelait ça les lieux incertains. Donc, ces lieux qu'on visite pas. Quand on est enfant, par exemple, on va pas dans le grenier, on va pas dans la cave. C'est souvent là qu'on va imaginer des fantômes. Et donc, dans les espaces urbains, dans l'espace des villes, ça va être un peu ça. Le cimetière, par exemple, est un lieu incertain. Et les égouts, aujourd'hui, je pense, en est devenu un. C'est-à-dire, on sait que les égouts en dessous de nos villes, en dessous de n'importe quelle ville, qui est allé dans les égouts? À peu près personne. Donc là, ça devient un bon endroit pour mettre des crocodiles albinos, par exemple, dans les vieilles légendes new-yorkaises, ou cette petite fille-là. Donc oui, ça fait penser beaucoup à ça, et ça fait penser aussi à ces fantômes japonais qui vont être dans un puits, qui vont être dans l'eau. Donc ça revient beaucoup aussi. S'il y a un élément que j'aimerais réaliste et réel dans cette histoire-là, c'est le fait de pouvoir faire venir un fantôme, de pouvoir provoquer une apparition. Ça aiderait énormément les chercheurs. Parce que ça, on passe des grandes soirées à attendre qu'il se passe quelque chose qui se manifeste. Les appareils tournent, on filme, on essaie n'importe quoi, on essaie de provoquer, on essaie des petites poudres qui se posaient faire venir les entités, on essaie le Ouija, oubliez ça, ça marche pas, il n'y a rien à faire. C'est carrément hors de notre volonté. Alors, si un phénomène comme ça existait vraiment, par un courriel que je peux faire venir un fantôme, ben je vous jure qu'il y a un paquet de parapsychologues à travers le monde qui n'enverraient pas le courriel, qui attendraient la personne, bref, qui feraient tout ce qu'il faut pour que cette entité-là vienne leur jaser. La prochaine légende a été proposée sur le site de Canal D par Yolande Gauthier de l'Ancienne Lorette.
Un mari mourant avait dit à son épouse qu'il avait caché une enveloppe pleine d'argent sous le matelas pour qu'elle lui fasse chanter des messes. Le mari meurt, la femme prend l'argent mais décide de le dépenser pour elle. La nuit suivante, elle se réveille en sueur. Elle a terriblement mal à la main gauche et allume la lumière pour s'apercevoir qu'elle avait les ongles de la main brûlés jusqu'à la chair. C'était la main avec laquelle elle avait pris l'argent de son mari sans lui faire chanter de messe. Avec la légende de l'argent brûle les doigts, on a affaire à une légende folklorique. En fait, j'ai retrouvé des versions similaires dans les légendes bretonnes du Moyen Âge, dont une, entre autres, qui est très intéressante, qui s'appelle la bague du capitaine. Donc, c'est un capitaine mort ou musulman qui est retrouvé sur une plage en Bretagne. Étant donné qu'il n'est pas catholique, on va décider de l'enterrer, comme on faisait souvent, sur la plage. Sauf qu'avant de l'enterrer, les villageois ont le temps de voir que l'homme est richement vêtu, a une grosse bague au doigt. Donc, ça attire les convoitises. Donc, durant la nuit, il y a une des femmes qui décide de déterrer le cadavre et puis d'essayer d'enlever la bague du doigt du mort. Sauf que c'est pas facile, donc elle est obligée de croquer le doigt puis d'arracher le doigt avec sa bouche pour réussir à prendre la bague. Le lendemain, elle enterre le gars. Le lendemain, le mort a bougé, donc le bras s'est levé pour annoncer le fait qu'il n'y a pas sa bague. Donc les villageois vont avoir peur de la malédiction, vont se demander qui a pu voler la bague en question. Durant 3 jours, on va chercher le coupable jusqu'au 3e jour où le bras est encore levé dans les airs en demandant sa bague. La femme en question va apparaître le visage voilé, puis les gens vont finir par réaliser que c'est elle qui a volé la bague. Donc, elle va revenir porter la bague en voulant essayer de briser le sort, parce que lorsqu'elle va enlever son voile, on va réaliser que sa bouche n'a plus aucune dent, il y a du pu, que finalement, elle a attrapé une forme de maladie du fait qu'elle a mordu le mort. Donc, c'est ce qu'on appelle la bague du mort. Après la pause, des aveux forcés. Ça a l'air qu'en Virginie, une initiation très populaire auprès des jeunes, c'est de passer la nuit dans un cimetière, mais au pied d'une statue très particulière. C'est la statue d'une jeune femme qui est assise, les bras tendus devant elle, comme ça. On raconte que c'est la défunte qui a servi de modèle pour faire la statue et qu'elle serait morte de chagrin quand son fiancé l'a abandonnée. Semble-t-il que les initiations se déroulent bien. Écoute, les jeunes, c'est sûr, ils ont une bonne frousse pendant la nuit, mais sans plus. Sauf la dernière, la jeune fille qui l'a essayé. Elle a été retrouvée morte, assise sur les genoux de la statue, complètement broyée. Ils se sont rendus compte plus tard, on a découvert que cette fille-là était une descendante du fiancé de la jeune fille au cœur brisé qui avait décidé de prendre sa revanche. Avec la légende de statue du cimetière, on a affaire à une série de légendes qui proviennent d'un cimetière à Baltimore qui a été riche en légendes. Dans une saison passée, on a vu d'ailleurs le jeune garçon qui décide de braver les morts et d'aller dans un caveau durant la nuit, puis qui meurt de peur parce qu'il reste accroché, son vêtement reste accroché à un clou, puis il est persuadé d'avoir été ramassé par un mort, donc il en meurt de peur. Donc, dans le même cimetière, on raconte que si vous passiez la nuit à proximité d'une statue, ou cette statue-là où il se passait plein de trucs surnaturels, que finalement, vous pouviez en mourir. Évidemment, les jeunes aimaient bien, à Baltimore, passer une nuit dans le cimetière, braver les morts. Puis maintenant, si vous désirez la voir, elle se trouve au Square Lafayette à Washington depuis 1987. À Cambridgeshire, en Angleterre, une jeune femme a aussi été la victime d'un revenant vengeur. Elle roulait calmement quand une autre voiture serait intentionnellement sortie de sa voie pour la frapper de plein fouet, la tuant sur le coup. L'autre conductrice, elle, était déjà morte bien avant l'accident. En effet, elle avait été tuée plusieurs années auparavant dans un accident de la route et s'arrangeait pour ne pas être la seule à subir un tel sort. Dans notre dernière légende, on retrouve certains de ces éléments, dont un accident de la route grave et une vengeance toute particulière. En effet, l'une des victimes s'était arrangée pour que tous sachent la vérité sur les causes de l'accident. Le coupable n'allait pas s'en tirer comme ça, ce serait trop facile. Car personne, dans l'empressement suivant l'accident, n'avait eu le temps de vérifier si le conducteur était en état de conduire. Elle savait très bien que non. Le gars était dans un état grave, mais il allait s'en sortir.
Les médecins venaient à peine de le stabiliser quand une autre victime d'accident est arrivée dans un état vraiment très critique. C'était la fille que le gars avait fauchée en perdant le contrôle de son véhicule. Elle avait eu moins de chance que le conducteur, parce que quelques minutes après son arrivée à l'hôpital, elle mourait. Le gars, lui, a été opéré et il reprenait du mieux. On lui avait appris que l'autre personne impliquée dans l'accident était morte. Il avait paru accablé, mais dans les faits, il était soulagé. Car elle n'était pas uniquement la victime de l'accident. Elle en était aussi le seul témoin. La seule qui aurait pu affirmer qu'il n'était pas en mesure de maîtriser son véhicule. Sa mort était triste, mais en même temps, il se trouvait chanceux. Seulement la chance nous abandonne parfois. Et c'est ce qui lui arrivera après la pause. Avant la pause, un grave accident de la route mène un homme à l'hôpital. Il est gravement blessé, mais il s'en sortira. Ce qui n'est pas le cas de la fille qui l'a fauché. Elle ne survivra pas. Ce qui arrange le gars, car il n'était pas en état de conduire. Et la seule personne qui avait pu s'en apercevoir, c'était justement la victime. Le gars était donc maintenu en vie le temps qu'il reprenne des forces, et le personnel n'était pas particulièrement inquiet de son état. C'est pourquoi tous ont été surpris d'entendre le son des appareils qui signalent que le patient a cessé de respirer. Il était en convulsion, sur le point de mourir. Ils ont réussi à le stabiliser et lui ont administré une dose de calmant car il semblait paniquer. Le gars s'était endormi sans pouvoir leur dire que quelqu'un avait débranché et rebranché le respirateur juste avant leur arrivée. Nul autre que la fille qui l'avait tué dans l'accident. À son réveil, quelques heures plus tard, le gars a été pris d'une autre crise de panique. Quelqu'un avait laissé un message à son attention, inscrit à l'endos de son dossier et en sang sur le mur. Un simple mot. Ce qu'il a fait. Il a déballé son sac au docteur, avouant avoir conduit en état d'ébriété. Il se savait protégé par le secret professionnel, alors rien de tout cela ne s'ébruiterait. Il était soulagé. Le fantôme de sa victime allait enfin le laisser tranquille suite à cet aveu. Mais c'était bien mal connaître l'esprit particulièrement rancunier de cette jeune revenante. C'est arrangé pour que tout le monde soit au courant du crime de cet homme et qu'il soit puni. On raconte que cette histoire-là viendrait des MAD, donc des Mothers Against Drunk Driving, qui sont un groupe de pression aux États-Unis, donc qui a un grand pouvoir, qui est composé de mères qui s'opposent à l'alcool au volant, qui font du lobbying, donc plusieurs ayant perdu des membres de leur famille eux-mêmes, donc ils vont utiliser toutes sortes de stratégies jusqu'à lancer des légendes urbaines, des photos, des courriels, souvent avec donc très très graphiques sur les conséquences de l'alcool au volant, et donc qui existe, je pense, depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc ça serait tout à fait logique dans le cas de cette histoire-là que ça émane d'eux. On a affaire ici à une chaîne de lettres encore qui date de 2003. Donc, au départ, on présente une photo où on voit un mort sous un lit avec une jeune Asiatique couchée dans le lit. La photo en question provient d'un film qu'on appelle The Unborn, la version taille de 2003. Donc, on va décider de créer une légende qui colle mieux à la photo, donc en prenant un peu ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire un fantôme qui décide de se venger. Donc, on va raconter à partir de 2004, avec la photo, qu'on a affaire à un fantôme un peu comme Bloody Mary, un fantôme qui se cache sous le lit, puis qui s'est invoqué, ou si on n'envoie pas le courriel en question, va venir
venir vous manger les pieds durant la nuit. Le lit, c'est un peu l'endroit où est-ce qu'on se sent bien, surtout par exemple quand on est plus jeune, quand on est enfant. Dans notre lit, c'est comme notre château fort. En dessous des couvertes, on se sent en sécurité. Mais en dessous du lit, ça reste sombre. Il y a parfois de l'espace pour que quelqu'un puisse aller dessous. C'est quelque chose de terrifiant. C'est quelque chose de quand on est le moindrement inquiet la nuit. On peut s'imaginer n'importe quoi. Même chose pour le garde-robe. Ça a été élaboré dans plusieurs livres, plusieurs histoires, en particulier dans le premier chapitre de Cujo de Stephen King. Il y a un petit garçon qui a une sorte d'esprit de monstre dans son garde-robe. Dans cette légende-là, c'est déjà intéressant, par exemple, parce qu'à la limite, c'est pas impossible qu'on ait pu voir le fantôme ou une manifestation quelconque. La première question à se poser, c'est qui a été témoin de ça? Est-ce qu'il y a eu plusieurs témoins? Est-ce que c'est juste une seule personne? Est-ce qu'elle l'a vu clairement au point de pouvoir vraiment identifier la jeune fille? Ou si il y avait une forme blanche vaporeuse qui aurait pu être un effet visuel d'optique de lumière, qui sait? Bref, donc, premièrement, cerner le cas qui, au départ, n'est pas impossible. J'ai vu une gravure du 18e siècle où c'est un procès qui est représenté et l'assassin ou la personne accusée est seul à voir le fantôme dans la salle de la personne qui a tué et qui l'accuse de la même, et c'est le seul à le voir. Donc, ça a déjà été décrit quelque part. Et il y a déjà des assassins qui, par exemple, étaient seuls à voir de très rares cas, soit dit en passant, où l'assassin dit, je la vois, et là, elle m'accuse. On pourrait se demander si c'est pas plus le remords qu'un véritable phénomène paranormal, parce que quand il y a un phénomène paranormal vrai, habituellement, tout le monde est témoin d'un petit quelque chose. S'il y a un courant d'air froid, on va tous le sentir. S'il y a un coup frappé, on va tous l'entendre. S'il y a quelque chose qui traverse comme ça, normalement, il n'y a pas juste une personne qui va le voir. Et ça pourrait même être filmé, là. Quand il y a juste un témoin, il faut toujours se questionner. Est-ce que ce témoin-là a bien vu? Est-ce qu'il a été témoin d'autre chose qu'un phénomène paranormal? Dès que la photographie a été inventée, on l'a vu comme une façon de prouver l'existence de l'au-delà. Et paradoxalement, notre premier réflexe a été de commencer à faire des doubles expositions, des trucages pour faire des fausses photos de fantômes. Donc, dans les 20-25 premières années de la photographie, il y a une avalanche de photos truquées de fantômes. Donc, on s'en sort jamais. Et on s'en sort encore moins aujourd'hui, à une époque de Photoshop, etc., d'images numériques, où l'image se manipule encore plus aisément. Mais ce qui est drôle avec cette histoire-là, c'est qu'on garde toujours cette idée-là de la preuve, c'est-à-dire même si une photo ne garantit vraiment plus grand-chose aujourd'hui, on a toujours cette idée-là, regardez, il y a une photo du fantôme, donc c'est vrai. Une façon de truquer une photo sans même se donner le mal de jouer sur la pellicule, tout ça, ça a été de changer les attributions. Et donc, il y a une grande photo célèbre de fantôme qui est vraiment ce petit monsieur dans sa voiture avec une dame sur le siège arrière. Et tout ce qui la rend terrifiante, cette photo-là, qui est bien normale, c'est qu'elle vient toujours avec une légende qui dit la personne sur le siège arrière était décédée depuis 3 jours au moment où la photo a été prise. Donc, tout à coup, une photo bien normale devient absolument terrifiante. Et bon, dans le cas de la légende, il y a un peu ce côté-là, on détourne un film, tout ça, mais on peut toujours s'amuser à prendre une photo de 2 personnes qui a l'air absolument normale, mais qui va devenir très épeurante si on dit, cette personne-là était décédée depuis 10 ans au moment où le cliché a été pris. J'avais entendu parler aussi d'une autre version où est-ce que il y avait une mise en garde à la fin, si vous relayez pas le message à quelqu'un d'autre, vous allez mourir dans d'atroces souffrances, comme ce couple australien qui avait pas relayé le message et qui ont fait un accident de voiture en fin de soirée et qui sont morts tous les deux après une longue attente parce qu'ils étaient dans un endroit reculé. Ensuite, c'est d'induire la peur chez la personne qui reçoit la chaîne de lettres. La grande majorité des chaînes de lettres, si c'est pas la totalité, ce sont des canulars. Et puis, de mettre le petit incitatif de peur, les gens un peu superstitieux vont le relayer. C'est une sorte de virus. C'est un virus psychologique qui s'attaque à la superstition des gens pour que les gens le propagent. Les revenants se suivent, mais ne se ressemblent pas. Certains sont bienveillants, d'autres ont des comptes à régler. Mais qu'ils soient protecteurs ou vengeurs, on n'a pas envie d'être la personne qu'ils sont revenus voir.